Avis. Le contenu de cette présentation reflète les opinions propres de Cassessa. Certaines informations peuvent s'avérer inexactes et il en est le devoir de l'audience d'effectuer leurs propres recherches afin d'en tirer leurs propres conclusions. Bienvenue à cette deuxième partie sur le sujet de Nibiru. Voici les 3 passages de livres qui discutent de Nibiru et leurs habitants, les Anunnaki. Tant que bien que le contenu et informations sur Nibiru sonnent farfelus à bien des gens, incluant moi-même, il est noté que les informations récoltées par ces auteurs ne valent que du vent à mes yeux, car aucun fait scientifique ne peut prouver son existence, et je ne prendrai jamais pour acquis que les photos avec un reflet de lentille prises par des Joe connaisseurs sont les preuves ultimes de l'existence de Nibiru. Il en est le devoir de l'auditeur d'effectuer leurs propres recherches afin d'en tirer leurs propres conclusions. Voici les titres. Extrait de Nos créateurs. Rien n'est vrai dans ce livre, mais il en est pour toute chose par Bob Frisell, édition 1994. Extrait Les Anunnaki, le livre jaune numéro 6, et éditions Félix, édition 2001. Extrait de Planète X, 2012, Le Rendez-vous, par Sylvie Simon, édition 2009. Voici l'extrait Nos créateurs. Je vais maintenant reculer dans mes propos d'environ 400 000 ans de notre histoire. Je vais incorporer ici de l'information venant à la fois de Thoth et de Zecharia Sitchin, en particulier des livres de Sitchin intitulés The 12th Planet, la 12e planète, et Genesis Revisited, la Genèse revisitée. Sitchin croit qu'il existe une autre planète dans notre système solaire, appelée Sumerian Nibiru, qui possède une orbite elliptique semblable à celle d'une comète. La planète prend 3600 ans pour effectuer un cycle complet autour du Soleil. Les habitants de cette planète, appelés les Néphilim, sont venus sur la Terre il y a 400 000 ans. Thoth ne dit pas pourquoi. En fait, il n'a jamais mentionné les Néphilim. Il y a seulement dit à Drunvalo qu'à cette époque, il y avait des géants sur la Terre. Les Néphilim mesuraient de 6 à 8 pieds. Sitchin affirme qu'ils sont venus parce qu'ils avaient un besoin d'or pour leur atmosphère. Voici ce qu'il est écrit dans la Genèse revisitée. Sur la planète Nibiru, les Anunnaki et Néphilim étaient confrontés à une situation à laquelle nous aurons peut-être aussi à faire face sur la Terre. La détérioration de l'environnement rendait la vie de plus en plus impossible. Ils avaient besoin de protéger leur atmosphère qui dépérissait, et la seule solution semblait être de suspendre des paillettes d'or au-dessus comme un bouclier. Ils sont donc venus ici pour exploiter l'or. Après environ 200 000 ans de travaux forcés, les mineurs se révoltèrent et décidèrent de créer une race servile, qui est la nôtre, pour exploiter l'or pour eux. Il est à noter qu'en Afrique du Sud, dans les plus vieilles mines d'or connues, les archéologues ont trouvé des ossements appartenant à l'Homo sapiens et des artefacts datant d'au moins 50 à 100 000 ans. Sitchin soutient que les Néphilim nous ont créés il y a environ 300 000 ans, mais Thoth est très pressé à ce sujet. Thoth affirme que nous avons été créés il y a exactement 209 ans à partir de 1994. Sitchin émet la théorie que les Néphilim nous ont créés à partir d'une manipulation génétique, mais selon Thoth, les Néphilim ne pouvaient accomplir seuls ces expériences. Ils ont dû avoir de l'aide de l'extérieur du système solaire. Cette aide extérieure était venue sous une source familière. Les Syriens se sont joints aux Néphilim pour nous créer. Ils ont donc d'abord améri dans l'océan et émergé sous une forme mi-homme et mi-poisson. Ils allèrent d'abord sous l'eau afin de prendre contact avec les dauphins, qui occupèrent le même niveau de conscience qu'eux. Ils durent se rapporter et obtenir la permission de faire ce qu'ils voulaient faire. Selon les archives de Sumer, les Néphilim allèrent d'abord en Irak du Sud pour y construire des cités. Ils se rendirent ensuite en Afrique du Sud pour exploiter de l'or. Les archives de Sumer sont composées de tablettes d'argile ronde venant des anciennes villes de Sumer, villes qui sont citées dans la Bible. Ces archives, découvertes au siècle dernier seulement, constituent la source d'information la plus ancienne sur la planète. Sitchin est un individu qui a la capacité d'interpréter ces archives. Selon l'interprétation que fait Sitchin des textes de Sumer dans son livre La 12e planète, après que les Néphilim nous eurent
eurent créé pour travailler dans les mines d'or en Afrique, quelques-uns d'entre nous nous furent emmenés dans les jardins d'Éden. Les dieux nous aimaient parce que qu'après tout, nous étions créés à leurs images. Mais dans le jardin d'Éden, où se trouvaient les vergers de Néphilim, il nous fut défendu de manger du fruit d'un certain arbre, appelé l'arbre de connaissance. Nous avons désobéi. Le fait de manger ce fruit et d'acquérir ces connaissances était significatif car ceci nous a permis de nous reproduire sexuellement. Jusqu'à ce moment, nous étions des hybrides, résultat de croisement de deux espèces différentes. Et comme tous les hybrides, nous étions incapables de nous reproduire. Cette Chine interprète les textes de Sumer en disant que nous sommes le résultat de croisement entre les Néphilim et les Homo erectus, le prédécesseur de l'Homo sapiens. C'est partout que nous obtenons des renseignements additionnels quant au rôle joué par les êtres venus de Sirius. Les Néphilim ne voulaient pas que l'on se reproduise, ce qui n'est pas étonnant. Ils voulaient ainsi garder le contrôle de leur propre expérimentation. La connaissance acquise en mangeant du fruit défendu n'était pas scientifiquement comme telle. C'était la connaissance du processus de procréation, à savoir comment nous transformer, d'hybrides stériles en une nouvelle espèce capable de se reproduire. Les Néphilim, courroucés de notre capacité de reproduction, nous chassèrent du jardin. Selon les érudits des textes anciens, les archives de Sumer précèdent celles de la Bible, et les récits bibliques de la création ne seraient qu'un résumé de textes de Sumer qui sont plus anciens. Même si nous avons dû quitter leur jardin, les Néphilim nous ont permis de cultiver notre nourriture. Nous nous sommes déplacés vers une région montagneuse située à l'est des jardins mésopotamiques, en Mésopotamie. Selon Thoth, nous sommes demeurés longtemps à cet endroit, mais il se produisit un important déplacement de conscience et un autre déplacement d'épaule, et le Gondwanaland fut submergé. Plusieurs des survivants se rendirent en Afrique, mais les plus évolués allèrent en Lémurie, une terre qui émergeait au-dessus des eaux, alors que l'autre continent était englouti. Voici un extrait sur les Anunnaki. Nous commencerons notre recherche en allant consulter les récits des Sumériens qui décrivent avec précision les événements qui sont produits dans cette partie du monde. Zecharia Sitchin pense que les Anunnaki sont ceux qui venaient du ciel, des aliénigènes venant d'une planète inconnue, mais que la classe dominante connaissait très bien. Cette planète est en une orbite de révolution autour du Soleil de 3600 ans. Si on en croit les tablettes sumériennes, les Anunnaki, les Néphilim, sont venus sur Terre pour la première fois il y a 450 000 ans, dans le but d'essayer de sauver leur propre planète. Comme ils extrayaient de la grande quantité de matière première pour pouvoir survivre, ils cherchaient de la main-d'œuvre et avaient créé l'Homo sapiens après une manipulation génétique avec une femelle humaine. Le pays de deux fleuves était leur première colonie. En suivant ce qui est écrit sur ces tablettes, la création de l'homme serait due au dieu Ea. Il était le roi des extraterrestres, qui, comme il est écrit, régnait sur le royaume incommensurable. Le prince Ea étant connu sous son titre Enki, qui veut dire prince de la terre. D'anciens textes sumériens précisent que son titre n'était pas complètement justifié, puisqu'il devait partager une grande partie de son royaume avec son demi-frère Enlil. On attribue au prince Ea des faits de gloire et autres que la création de l'homme. Les textes mésopotamiens racontent qu'il a défendu devant le conseil de son royaume la cause des nouveaux hommes. Il ne voulait pas en faire une race d'esclaves comme le voulait son frère Enlil, mais il ne réussit pas à en faire basculer la majorité pour son projet. Les hommes qui n'étaient que main-d'œuvre étaient maltraités par des maîtres cruels, comme les hommes blancs ont traité les hommes noirs et les autres races comme beaucoup continuent à le faire. Les famines étaient courantes, mais les maladies également, les épidémies, tout ce que nous appelons aujourd'hui la guerre biologique. Pour endiguer les flots d'êtres humains qui ne cessaient de proliférer, malgré les mauvais traitements, le Conseil décida en dernier ressort de déclencher un déluge.
Les archéologues confirment la réalité d'un déluge au Moyen-Orient, ce que prouvent également d'autres sources sumériennes, ou même des tribus indiennes d'Amérique du Nord. D'après les textes sumériens, Ea avertit un Mésopotamien appelé Utnapishtim de l'imminence de l'événement décidé par son frère, et il lui enseigna la façon de construire un grand bateau, une arche, et de prendre la mer en menant de l'or, sa famille, du bétail, des ouvriers et quelques bêtes sauvages. Cette histoire, nous la connaissons bien. Elle vient, comme beaucoup d'autres récits de l'Ancien Testament, d'anciens écrits de Mésopotamie. Le nom ont changé, et les Hébreux ont transformé les nombreux dieux en un seul, celui de leur propre religion. L'animal le plus significatif et le plus respecté de ces temps-là était le serpent, car c'était aussi l'emblème d'un groupe qui avait une influence considérable. Il rassemblait des hommes qui propageaient des connaissances spirituelles et qui cherchaient avant tout la liberté de l'esprit. Cette fraternité de savants portait le nom de fraternité du serpent. Elle combattait l'esclavage des esprits et luttait contre les colonisateurs. Le mot serpent du commencement de la Bible est Nahash, qui vient de la racine Nsh, qui veut dire déchiffrer, trouver. Le fondateur de la fraternité est le prince Ea, un rebelle et un combatif. Dans les textes, il est dit que Ea et son père Anu avaient reçu une éducation complète, éthique et spirituelle, qui a influencé plus tard les auteurs de l'histoire d'Adam et Ève de la Bible. C'est à Ea que les hommes doivent la connaissance de leurs origines, de leur créateur et de leur liberté de penser. Dans le jardin d'Éden, le verger des Anunnaki, Néphilim, où travaillaient des Homo sapiens, il était interdit de goûter les fruits d'un arbre, l'arbre de la connaissance. Manger les fruits de cet arbre, peut-être est-ce une sorte de drogue qui libérait et ouvrait la conscience, était la première importance pour les hommes, car en leur donnant la connaissance, il leur permettait aussi de se reproduire. Jusque-là, les hommes n'étaient que des hybrides, stériles comme des mulets. Sitchin avance une interprétation légèrement différente. Pour lui, nous sommes un mélange de Néphilim et d'Homo erectus, les prédécesseurs d'Homo sapiens. Et évidemment, les Anunnaki et Néphilim n'étaient pas particulièrement enthousiastes de l'instinct de prolifération des humains, puisqu'ils voulaient avoir le contrôle de leurs expériences. Le degré de connaissance que les humains ressentaient après l'absorption de ces fruits n'était pas vraiment scientifique. C'était plutôt une prise de conscience de leurs individualités, de la position de se reproduire, pour eux qui n'étaient juste que la stérile. Les Anunnakis en prirent ombrage et chassèrent les hommes du jardin d'Éden. Ea, qui avait aidé les esclaves à s'émanciper et à devenir une nouvelle espèce, ne s'est pas rebellé contre Dieu, comme il est écrit dans la Bible, mais contre les dieux extranéens, ceux qui avaient déclenché les actions cruelles. Malgré leurs efforts, Ea et la fraternité du serpent n'ont pas réussi à affranchir l'homme. Dans les tablettes sumériennes, on peut lire que la fraternité du serpent a été vaincue rapidement par d'autres groupuscules d'extraterrestres. Ea a été envoyé en exil sur Terre et poursuivi sa calomnie, puisqu'il n'est plus de disciple parmi les hommes. On a changé son titre de prince de la Terre en prince des ténèbres, et en l'affublant de noms terribles, tels que le diable, Satan, etc. Il a été présenté comme l'ennemi de l'être suprême, du Créateur. Enfin, on a fait croire aux hommes que tout le mal venait de lui, qu'il cherchait à soumettre les esprits à une forme d'esclavage. Vu cet angle, c'est donc lui qui était le bon, et on avait fait le maudit, la même chose qui était arrivée avec Jésus, qui enseignait l'amour, mais quand il était l'ennemi juré des grands prêtres juifs, parce qu'il avait osé dénoncer leurs intrigues, il a été crucifié. L'hypothèse selon laquelle notre planète a été visitée par des êtres vivants venant des profondeurs de l'univers, qui ont créé de nouvelles formes de vie, qui l'ont ensuite délaissée, n'est pas si absurde. La mythologie grecque nous parle de Dieu qui habitait l'Olympe, et surtout d'Hermès, leur messager qui allait et venait dans le ciel sur son char. L'épopée hawaïenne du Hula Hula raconte qu'un vaisseau spatial s'est posé sur le volcan Mauna Kea de la Grande Île.
Le plus courageux des guerriers est parvenu jusqu'au vaisseau. Il a pris pour femme une de celles qui étaient dans le vaisseau, et ainsi engendré les Hawaïens que nous connaissons aujourd'hui. Les Mayas et les Hopis prétendent qu'ils descendent des habitants des Pléiades, qu'ils ont d'abord vécu sur un continent qui se trouvait dans l'Atlantique, qui a ensuite disparu avant de se fixer sur le continent nord et puis sud-américain. Les aborigènes d'Australie ont également vu des vaisseaux qui se posaient chez eux il y a très longtemps. Les êtres qui sortaient de ces vaisseaux leur ont enseigné la sagesse de l'esprit et leur ont laissé le boomerang en cadeau. Les Dogons du Mali ont un savoir depuis plus de 700 ans que la NASA n'a pu découvrir qu'en 1970 grâce au développement des satellites. Les Dogons prétendent depuis 700 ans que Sirius, une étoile située dans la ceinture d'Orion, a une petite lune qui fait une révolution de 50 ans et qui est en fait qui est faite de matériaux parmi les plus denses de l'univers. Comme il n'est pas possible de voir cette étoile dans nos télescopes, les ethnologues ont cru qu'il s'agissait d'un mythe. En 1970, les Américains ont envoyé une sonde dans l'espace qui a fini par découvrir une étoile naine dont la densité est de 500 kg par centimètre cube, ce qui est très lourd et qui tourne autour de Sirius en 50,1 ans. Quand les scientifiques ont voulu savoir d'où les Dogons tenaient leurs informations, ceux-ci ont répondu qu'un engin s'était posé chez eux il y a 700 ans, que l'équipage avait creusé un grand trou, l'avait rempli d'eau, ce qui avait permis des êtres qui ressemblaient à des dauphins de sortir du vaisseau et de plonger dans le bassin pour communiquer avec eux. D'après le récit des dauphins, il y aurait eu deux types d'habitants sur Sirius, une race de dauphins et une autre race qu'on appelons Homo sapiens, mais avec des individus qui atteignaient 4 mètres de haut. Les Aztèques ont une histoire similaire. D'après leur légende, des vaisseaux spatiaux se sont posés près du lac Titicaca. Il y a plusieurs milliers d'années, des dauphins sont sortis, ils ont plongé dans le lac et ils ont raconté la même histoire que celle que nous connaissons des Dogons. Ce que l'on appelle l'époque historique a commencé il y a 3800 ans dans le royaume de Sumer. Apprend-on à l'école. Avant, nous étions que des sauvages, des barbares. Il y a eu malheureusement quelque chose qui cloche. On dit que le grand sphinx a 2500 ans avant Jésus-Christ, qu'il a été construit sous le règne de Khéphren. L'orientaliste et mathématicien R. Schwaller et l'égyptologue John Anthony West ont pu prouver que les traces d'érosion sur le sphinx sont dues à l'eau. Leurs travaux ont pu montrer que c'est ni le sable, ni le vent, mais 70 cm d'eau courante qui sont responsables de l'érosion. West a calculé que le sphinx a dû être exposé pendant plus de 1000 ans à des pluies constantes pour que puissent s'incruster des marques aussi visibles d'érosion. La géologie contredit donc l'archéologie. Le Sahara a entre 7000 et 9000 ans, ce qui veut dire que le sphinx a au moins 8000 à 10 000 ans. D'après nos spécialistes, il n'y avait à cette époque aucune culture assez développée dans ce domaine, et encore moins une qui aurait pu réaliser le sphinx tout seul. Même pour notre technologie actuelle, sa construction représente un défi. Les visiteurs ont-ils quitté pour toujours ou reviendront-ils un jour? Peut-être que certains ne nous ont jamais quittés. Les grands prêtres juifs ont-ils encore un contact direct avec Yahvé, comme à cette époque? Ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, que plusieurs dieux sont venus sur Terre, que l'homme moderne fut une création par manipulation génétique, que Ea, le bon alien, qui voulait sauver l'homme de l'esclavage, fut démonisé dans la Bible, que Sitchin a ses propres théories farfelues, ce qui le prouve encore plus qu'il fait cavalier seul parmi les érudits dans la matière des anciennes langues et civilisations, que plusieurs vieilles races, Dogons, Hopis, Mayas, Aborigènes, etc., ont des histoires similaires quand il s'agit de la venue des extraterrestres il y a fort longtemps. Donc voici la suite. Planète X. Nous oublions souvent qu'au-delà de nos titres et de nos positions hiérarchiques, au-delà même de notre savoir et de notre pouvoir, nous sommes des hommes embarqués ensemble dans une même aventure et sur le même bateau. Professeur Alexandre Minkowski, un juif pas très catholique, 1980.
En 1978, deux astronomes de l'Observatoire de la marine des États-Unis à Washington, Richard Harrington et Thomas Van Flandern, annoncèrent que les orbites de deux planètes géantes, Neptune et Uranus, avaient subi dans leur parcours des perturbations venant de l'attraction gravitationnelle d'un mystérieux corps céleste non identifié et découvert dans la direction de la constellation d'Orion. Selon ces deux astronomes, ce corps céleste, qui serait 4 fois plus gros que la Terre, aurait été attiré par le Soleil dans une orbite excentrique et très inclinée sur l'écliptique. En 1982, la NASA a reconnu l'existence de ces forces gravitationnelles qui provoquaient des irrégularités dans leur parcours orbital. L'année suivante, le satellite infrarouge IRAS, Infrared Astronomical Satellite, repéra dans l'espace lointain un corps céleste peut-être aussi gros que la planète Jupiter et peut être orienté vers la Terre au point de faire une partie du système solaire. Les chercheurs de la NASA le baptisèrent Planète X. Ce corps mystérieux a été aperçu à 2 reprises par IRAS, alors qu'il balayait le nord du ciel. Quand le satellite a épuisé l'hélium réfrigéré qui a permis à son télescope de voir les corps les plus froids dans le ciel, la deuxième observation a eu lieu 6 mois après la première et a suggéré que, pendant ce temps, le corps mystérieux ne s'était pas déplacé de son point dans le ciel près de la constellation d'Orion. S'il est vraiment si proche, il devrait faire partie de notre système solaire, a dit James Hook, du Centre pour la recherche spatiale de l'Université de Cornell, qui écarte l'hypothèse d'une comète, car une comète ne serait pas aussi grande que ce que nous avons observé et elle serait probablement déplacée. James Hooks et Gary Neugebauer, ancien directeur de l'Observatoire du Mont Palomar, espèrent que l'objet mystérieux est une galaxie éloignée et qu'elle soit tellement jeune que ses étoiles n'ont pas commencé à briller, soit tellement entourée de poussière et que sa lumière stellaire ne peut filtrer son voile. Je pense que c'est l'une des galaxies sombres et jeunes que nous avons jamais pu observer avant, a précisé Neugebauer. Toutefois, cela pourrait également être une planète semblable à Jupiter, mais qui n'est jamais devenue assez chaude pour se transformer en nouveau Soleil. Cependant, la thèse de la planète est la plus acceptée. Dès lors, la plupart des revues astronomiques mentionnèrent cette mystérieuse planète jamais encore détectée par le télescope optique et le 10 septembre 1984, le US News World Report publiait un article qui signalait que les scientifiques espéraient que les expéditions de Pioneer 10 et 11 fourniraient la position exacte de l'objet qu'ils pensaient être une proto-étoile qui n'était pas assez chaude pour devenir une étoile. D'autres astronomes prétendaient qu'il s'agissait d'une énorme masse gazeuse qui évoluait lentement pour devenir une planète. Au cours des années suivantes, les recherches précisèrent que la planète X devait avoir une orbite inclinée de 30 degrés sur l'écliptique, ce qui la conduirait à mettre plusieurs milliers d'années pour accomplir une orbite complète, qu'elle devait se trouver 3 fois plus loin du Soleil que Pluton et avoir 3 à 4 fois la masse de la Terre. Située à une distance de 30 000 fois supérieure à celle qui sépare la Terre du Soleil, elle ne serait pas née au moment de la création du système solaire, mais cette intruse aurait été captée plus tard par le Soleil. Elle tournerait dans le sens inverse des autres planètes avec une inclinaison très différente de celle du système solaire. En outre, cette mystérieuse planète aurait précédemment éjecté Pluton et Charon de leurs anciennes positions comme satellites de Neptune. Les astronomes ne sont pas toujours déterminés s'il s'agit d'une planète, d'une comète géante, d'une proto-étoile voisine qui n'a jamais été assez chaude pour devenir une étoile, d'une galaxie éloignée si jeune qu'elle est toujours en train de former ses premières étoiles, ou d'une galaxie tellement entourée de poussière qu'aucune lumière de ces étoiles ne peut en sortir. Nous savons qu'elle est là, qu'elle se rapproche de nous, mais nous ne savons pas ce qu'elle est, a récemment reconnu Jerry Neugebauer. La majorité des astronomes pensent tout de même qu'il s'agit d'une planète gazeuse géante aussi grande que Jupiter et peut-être 10 fois plus massive et que sa température ne dépasse pas les 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Ce qui veut dire le zéro absolu vaut environ à moins 273,15 degrés Celsius. Elle est tellement froide qu'elle émet aucune lumière et n'a jamais été
et n'a jamais été vue par les télescopes optiques sur Terre ou dans l'espace. En 1984, la théorie Nemesis fut publiée dans Nature par M. Davis, P. Hutt et R. A. Muller. Ils expliquaient l'extinction régulière de certaines espèces, comme les dinosaures, par une étoile ou une planète tueuse qui reviendrait périodiquement, soit environ tous les 26 millions d'années, accompagnée d'un essai de météores et de petites comètes qui sèmeraient la destruction à l'intérieur de notre système solaire. Les travaux de Daniel P. Whitmire et Albert A. Jackson, également publiés dans Nature, ont confirmé que cette théorie qui correspond aussi à la thèse de David Rope et Jack Sepkoski, deux paléontologues qui ont identifié 12 extinctions au cours des 250 millions d'années. Ces paléontologues ont publié à la même époque leurs travaux sur la disparition de certaines espèces de vertébrés, invertébrés, protozoaires, et bien qu'ils n'aient pu déterminer la cause de cette périodicité, ils ont suggéré une corrélation non terrestre. Pendant plusieurs années, les médias restèrent silencieux au sujet de Planète X. Puis, le 13 juillet 1987, Newsweek citait John Anderson que la NASA venait d'annoncer qu'une 10e planète pouvait, ou non, être en orbite autour du Soleil, mais loin des 9 autres. Le journal concluait que cette découverte répondait à deux questions majeures. Les irrégularités des orbites de Neptune et Uranus au cours du 19e siècle, et pourquoi les dinosaures avaient disparu, il y a 65 millions d'années. En octobre 1988, le Astronomical Journal abondait en détail sur le sujet. Le journaliste R. Harrington suggérait que la mystérieuse planète était 3 à 4 fois plus grosse que la Terre et que se trouvait 3 fois plus loin que Pluton du Soleil. Le modèle mathématique confirmait également que l'orbite de la planète X avait bel et bien une inclinaison de 30 degrés sur l'écliptique. Pour sa part, en 2003, l'astrophysicien Alessandro Morbidelli de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur a déclaré au journal Science et Vie: la ceinture de Kuiper semble s'arrêter brusquement à 50 unités astronomiques, comme si elle était tronquée. Si une planète de la taille de Mars s'était formée dans cette région au début du système solaire, elle aurait pu nettoyer à mesure qu'elle grossissait l'extérieur de la ceinture de Kuiper. Puis, perturbée par son interaction avec Neptune, cette planète aurait pu être expulsée sur une orbite très allongée dont la période pourrait se compter en milliers d'années. Je m'attends à ce qu'un jour nous découvrions une telle planète. 2 ans plus tard, Alessandro Morbidelli et 3 de ses collègues, Ronnie Gomez du Brésil, Harold Levinson des États-Unis et Kleomenesis Tsiganis de Grèce, ont publié leurs travaux dans Nature du 26 mai 2005. Ils ont avancé l'hypothèse que les 4 planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, étaient à l'origine beaucoup plus proches du Soleil qu'aujourd'hui. La plus lointaine n'excédant pas 20 unités astronomiques, soit 20 fois la distance Terre-Soleil, alors que Neptune se situe actuellement à 30 unités astronomiques. Leurs simulations, qui nécessitaient des mois de calcul et de lourds moyens informatiques, montrent bien qu'au début du système solaire, certains planétésimaux, sortes d'énormes blocs de pierre de quelques kilomètres de diamètre, ont été lentement injectés de leur disque sous l'effet de la perturbation gravitationnelle exercée par les planètes. À partir d'un nuage de gaz qui forme une étoile au centre, du gaz et de poussière s'accumuleront autour de l'étoile, puis se condensent en petits grains qui s'aggloméreraient à leur tour pour former des cailloux, enfin des cailloux qui ressemblent pour former des planétissimaux, dont certains se rejoignent pour donner naissance aux planètes. Les plus grosses de ces planètes peuvent être assez massives pour attirer une grande quantité de gaz de nuages primitifs. Elles deviennent alors des planètes géantes gazeuses, tandis que les plus petites planètes restent essentiellement composées de roches comme la Terre. Kleomenesis Tsiganis, l'un des 4 artisans de ces travaux, explique: comme Isaac Newton nous l'a appris, chaque action provoque une réaction égale et opposée. Si une planète éjecte un planétésimal en dehors du système solaire,
En compensation, celle-ci se déplace légèrement vers le Soleil. Si, à l'inverse, la planète envoie les planétésimales vers l'intérieur, alors elle va s'éloigner légèrement du Soleil. C'est ainsi que Jupiter s'est lentement rapproché du Soleil, tandis que les autres géantes se sont éloignés. Les chercheurs ont aussi... Les chercheurs ont été longs à comprendre pourquoi les astéroïdes que l'on nomme les Troyens, qui sont placés sur les orbites de Jupiter à 60 degrés de part et d'autres de la planète, n'ont pas été éjectés eux aussi. Les simulations ont confirmé que si des astéroïdes ont bien et bien éjecté hors de leur ceinture, d'autres ont été capturés sur l'orbite. Ce modèle, qui semble confirmer l'existence de la planète X, doit maintenant être validé par des observations et Alessandro Morbidelli et ses collègues travaillent à son amélioration. De leur côté, le docteur Patrick Sofia Likaoka et le professeur Mukai Tadashi de l'université de Kobe ont conduit une étude théorique sur l'origine et l'évolution dynamique des objets transneptuniens, ou TNO pour plus petit. Et les résultats suggèrent fortement la présence d'une planète inconnue et importante dans le système solaire, au-delà de Neptune. Avec les nouveaux instruments de recherche, ils espèrent trouver son existence d'ici quelques années. Pour ces chercheurs, cette planète se trouve au moins à 80 unités astronomiques, avec une inclinaison orbitale de 20 à 40 degrés, et prendrait 1000 à 2300 ans pour compléter son orbite autour du Soleil. Sa masse serait d'environ 0,3 à 0,7 fois celle de la Terre et son diamètre de 10 000 à 16 000 km, soit à peu près celui de notre planète. En résumé, avec les caractéristiques physiques et orbitales qu'elle semble posséder, la planète X pourrait être considérée comme une nouvelle planète du système solaire. Dans l'Antiquité, on connaissait seulement 5 planètes de notre système solaire: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, avec le Soleil et la Lune. Elles ont donné leur nom au jour de la semaine. Depuis le XVIe siècle, 3 planètes supplémentaires ont été découvertes dans le système solaire connu et le nombre de planètes fut ainsi porté à 9, après la découverte de Pluton en 1930. Cependant, Pluton a été rétrogradé au statut de planète naine en 2006 par l'Union astronomique internationale. Officiellement, nous n'avons plus que 8 planètes. D'après certains textes sumériens exhumés sur divers sites de l'ancienne Mésopotamie, qui figurent sur des tablettes de caractères cuniformes et datent de 3300 ans avant Jésus-Christ, la Terre aurait été heurtée dans le passé par une grande planète entrée dans son orbite et que l'Ancien Testament a confirmé. Les Sumériens ont surnommé cette planète Nibiru. Pour eux, elle revenait tous les 3600 ans. Elle était la pierre angulaire de notre système solaire. Suivant les pays et les époques, la planète mythique X, s'il s'agit bien d'elle, a porté différents noms. Ainsi, Nibiru qui était pour les Sumériens la planète du dépassement ou du croisement fut appelée Marduk, c'est-à-dire grand astre du ciel ou roi des cieux par les Mésopotamiens et la Babylonie, Némésis par les Grecs, Hercobulus par les Incas. L'Égyptien et les anciens Hébreux la représentaient sous la forme d'un disque ailé à cause de son immense orbite elliptique en forme d'aile déployée. Certains prophètes l'ont désigné sous différents noms comme l'étoile rouge, la croix de la destinée ou la comète de la fatalité. La plupart des peuples anciens considéraient l'approche périodique de cette planète comme le signe des grands bouleversements et d'une nouvelle ère. Les textes mésopotamiens parlaient de l'apparition périodique de la planète comme un événement anticipé, prévisible et observable. Par la voix d'Isaïe, l'ancien Talsalman, nous annonce il vient d'un pays lointain, des extrémités du ciel. Yahvé les instruments de sa colère pour ravager tout le pays. Et c'est pourquoi je frémir les cieux, et la terre tremblera sur ses bases, sous l'emportement de Yahvé Sabaoth, le jour où s'allumèrent sa colère. De même, le prophète Amos prédit: il deviendra en ce jour-là l'oracle du Seigneur Yahvé, que je ferai coucher le soleil en plein midi, et j'obscurirai la terre en un jour de lumière. Quant au prophète Zacharie, il rassure les peuples. Ce phénomène de l'arrêt de rotation terrestre autour de son axe ne durerait qu'un jour. Il arrivera en ce jour-là qu'il n'y a plus de lumière, mais un froid et du gel.
Il y aura un jour unique, Yahvé le connaît, plus de jour ni de nuit. La première carte céleste a été découverte à Ninive et date de l'an 1370 avant Jésus-Christ. C'est une planisphère en argile, divisée en 8 sections, montrant une des constellations telles que l'Épi, Pégase, la Balance et quelques d'autres, et des étoiles importantes comme Sirius. Ce texte de l'astronomie, appelé Mule Apine, ou Étoile d'Andromède, regroupe toutes les connaissances de l'époque en astronomie et décrit les phénomènes célestes consignés nuit après nuit par les astronomes. Les indications sur la durée des jours et des nuits tous les mois de l'année sont fournies par un calendrier de 360 jours, sorte de catalogue qui donne les périodes de visibilité et d'invisibilité des planètes. La liste de 66 constellations, parmi lesquelles nous retrouverons le signe du zodiaque, et situe les étoiles les unes par rapport aux autres. En 1976, l'écrivain Zecharia Sitchin, américain d'origine russe, avait annoncé l'existence de ce corps céleste supplémentaire dans son ouvrage La 12e planète. Il décrivait Nibiru comme étant situé sur une orbite longue, elliptique, entrant dans le système solaire tous les 3600 ans, et provoquait des catastrophes sur Terre comme des modifications des pôles, des inondations ou des éruptions volcaniques. Ces déclarations ne résultèrent pas de travaux astronomiques, mais elles provenaient uniquement de sa connaissance du sumérien, du sumite et d'autres langues anciennes et de sa recherche sur les données archéologiques et bibliques. Sitchin attribuait la création aux Anunnaki, divinités sumériennes, qu'il présentait comme étant des extraterrestres venus sur Terre pendant la préhistoire. La Mésopotamie aurait été la première colonie terrienne de ces visiteurs venus de la planète X, c'est-à-dire Nibiru. Selon Sitchin, ils créèrent génétiquement l'Homo sapiens en croisant leurs gènes avec ceux d'Homo erectus, puis des rois furent nommés en tant qu'intermédiaires, représentant l'espèce humaine devant les Anunnaki. Ces anciennes civilisations ne parlaient pas des Anunnaki comme des dieux, mais comme des dirigeants. En marge des travaux de Sitchin et de certains spiritualistes, et pour un nombre de scientifiques, la perspective du retour de cette planète évoque un possible basculement de l'axe des pôles, induisant des séismes, raz-de-marée, éruptions volcaniques, terre engloutie, changement climatique, disparition de certaines espèces animales et végétales, et même de nombreux humains. Toutes ces prévisions actuelles correspondent parfaitement aux prophéties bibliques. Selon différentes mesures effectuées par la NASA dès 1995, cette planète était déjà suffisamment proche de la nôtre pour l'influencer par son champ magnétique qui augmente de manière exponentielle au fur et à mesure qu'elle s'approche de nous. Son apparition périodique, tout comme sa disparition à la visibilité de la Terre, confirme l'hypothèse que sa permanence sur une orbite solaire. N'oublions pas que les planètes que l'on connaît au-delà de Saturne furent d'abord découvertes grâce aux calculs mathématiques et non par l'observation même au télescope. Certains chercheurs relient l'approche de la planète X et l'accélération des résonances de Schumann qui mesurent la fréquence de la Terre, l'éventualité du franchissement du fameux point zéro et d'un basculement des pôles peut être ainsi directement lié à l'approche de Nibiru. D'après les travaux paléontologues Dave Rope de l'Université de Chicago, ces renversements géomagnétiques se seraient déjà produits 296 fois et approximativement tous les 30 millions d'années. Le 15 mai 1998, The Daily Mail accusait les astronomes américains de cacher leurs découvertes scientifiques tant que la NASA n'avait pas pris connaissance de l'information. L'article précisait « Si un astéroïde géant se dirige dans la direction de notre planète, nous serons les derniers à l'apprendre, car les astronomes ont décidé que cette nouvelle serait trop bouleversante pour de simples mortels et causerait une panique générale. » Le 16 octobre 1999, le journal The Economist signale à leur tour que le mouvement des marées était affecté par la force de gravité d'un corps immense et que se trouvait à l'intérieur du nuage d'Oort. Un gigantesque halo glacé découvert par l'astronome hollandais Jan Oort, déjà célèbre pour avoir détecté la rotation de notre galaxie. Le nuage d'Oort, où plusieurs dizaines de millions de kilomètres séparent les comètes les unes des autres,
est considéré comme la source la plus probable de la comète de Halley. Pour en revenir aux prophéties d'Apocalypse, cet astre... En résumé, vous venez d'entendre 3 extraits sur Nibiru et les Anunnaki Néphilim. 3 livres, 3 auteurs, et aucun d'entre eux ne sont des scientifiques, astronomes ou historiens. Aucune vraie preuve n'a jamais été diffusée ou écrite, et donc le tout reste encore au niveau de spéculation, mythes et histoires à dormir debout. Donc, si longtemps qu'il n'y a pas de faits concrets, nous pouvons raconter ce que l'on veut, un peu ce que Sitchin a fait durant des années. Spéculation sans preuve ne sera jamais acceptée dans la communauté scientifique comme des faits concrets. Merci, bonne recherche et à bientôt.